Effectivement, ce premier bilan qui est tombé côté ukrainien, au moins 30 soldats blessés ou tués juste pour ce week-end. Donc, cela s'est passé samedi et dimanche dans la région de Koursk. On va voir d'ailleurs les villages autour desquels ces pertes ont eu lieu. Les services de renseignement militaire ukrainiens évoquent d'ailleurs des pertes importantes ces dernières semaines. On a reçu beaucoup d'images de ces soldats nord-coréens en Russie qui se préparent aux côtés des Russes, qui récupèrent leurs équipements. Des images également de ces soldats sur le terrain, en situation de combat, filmés ici par des drones FPV. Exemple, ils sont ici placés dans des unités combinées avec des marines et des troupes aéroportées. Au 14 décembre, il y aurait eu en tout 200 morts dans ces unités, selon Kiev. Et selon l'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis, ce sont des centaines de soldats nord-coréens qui combattent aux côtés des Russes. Information confirmée au plus haut niveau de l'État. On va écouter le président Zelensky. Les Russes ont commencé à utiliser des soldats nord-coréens dans leurs opérations militaires, un nombre considérable d'entre eux. Ils les intègrent dans des unités combinées et les utilisent dans des opérations dans la région de Koursk. Pour l'instant, seulement là-bas. Mais nous avons des informations selon lesquelles ils pourraient être utilisés dans d'autres parties du front. Les pertes dans cette partie sont déjà notables. En fait, Moscou a entraîné un autre État dans cette guerre et l'a entraîné dans la mesure du possible. Et si ce n'est pas une escalade, alors de quelle escalade parle-t-on ? Alors, on va voir avec vous d'ailleurs, Sylvia, que cette collaboration, on va dire ça comme ça, continue. C'est-à-dire que les pertes devraient être compensées, du moins celles du week-end. Oui, ces soldats qui sont entre 10 et 12 000, mais qui pourraient être beaucoup plus à terme. On avait entendu parler du chiffre de 100 000 selon des sources ukrainiennes. De plus en plus de vidéos nous parviennent de leur déplacement dans cette oblast, parfois complètement à découvert. Vous le voyez ici, dans ces grandes étendues de neige. Ils sont d'ailleurs visés. Ce ne sont pas les premiers combats, les premiers affrontements entre troupes nord-coréennes et ukrainiennes à Koursk ont été signalés pour la première fois début novembre, et dès le 1er décembre, le président Zelensky annonçait de premiers morts dans les rangs nord-coréens. Avec de premiers couacs aussi, selon les renseignements militaires ukrainiens, des troupes nord-coréennes auraient tué par erreur 8 membres de l'unité tchétchène Armad qui combattent pour la Russie. Regardez ce que disent les renseignements. L'incident est le résultat de la barrière linguistique entre les troupes russes et nord-coréennes qui continue d'être un obstacle difficile sur le champ de bataille. Alors pourquoi ces soldats sont-ils à Koursk pour reprendre le territoire pris par surprise par les Ukrainiens cet été? Et depuis, les Russes ont déjà repris 40% du territoire. Objectif arrivé à la table des négociations avec la totalité de l'oblast repris, puisque ce sont bien des négociations qui se profilent dans les prochains mois. À combien s'élève l'armée nord-coréenne qui pourrait être transférée si jamais Vladimir Poutine en avait besoin sur les différents fronts de cette guerre? C'est-à-dire sans compter les réservistes, vous avez environ 1,2 million, 1,3 million hommes. Je ne dis pas qu'ils seraient tous transférables sur le front ukrainien pour la bonne raison qu'il y a un autre front pour eux, c'est-à-dire la ligne qui sépare la Corée du Sud et la Corée du Nord. Nous avons entendu parler effectivement d'environ 100 000 hommes. Ces derniers temps, d'une douzaine de milliers d'hommes transférés dans la région de Koursk et s'affrontent dès le début novembre, comme il vient d'être dit par votre correspondante, environ 3000 soldats nord-coréens. Les informations que nous avons ces jours derniers sont très intéressantes. Évidemment, les informations sont contradictoires. Les blogueurs militaires russes soulignent l'excellent comportement des soldats nord-coréens. Les Ukrainiens insistent sur 2 points. Le premier, c'est les morts, une trentaine par dizaine, donc une trentaine de morts et de blessés nord-coréens. On vient de voir ces corps présentés par les services de renseignement ukrainiens, mais également cette énorme bévue qui aurait conduit des soldats nord-coréens à tirer sur leurs alliés russes. On parle de 8 morts dans une unité composée surtout de Tchétchènes.
Restez avec nous, Pierre Rigoulot. 1 million d'hommes. Alors, Pierre nous l'a dit, 1 million ne vont pas se retrouver, que ce soit en Russie ou en Ukraine, pour aller combattre. Mais on se dit quand même, puisque il semble être envoyé à l'abattoir comme une grande part de ces soldats russes de piètre qualité et dont, semble-t-il, la seule vocation est de faire user des balles aux Ukrainiens, mais ça semble quand même inépuisable, vu les liens entre ces pays. Oui, il économise des soldats russes. Ça, manifestement, Poutine, de ce côté-là, il paie avec du nucléaire, des grains, ce qu'on veut, mais il économise du soldat russe. Et pour lui, et pour sa stabilité de son régime, c'est quand même un gain considérable, comme on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, les Nord-Coréens ont quand même, sur la frontière sud, une Corée du Sud, épaulée par le Japon et par les États-Unis surtout, qui est quand même... La seule chose, c'est qu'actuellement, n'oublions pas que la Corée du Sud est légèrement déstabilisée par tous les problèmes que connaît... Donc, les démocraties ont de ces fragilités. Je reconnais qu'il vaut mieux être démocrate, en tout cas quand on est citoyen, mais ont des fragilités extraordinaires. Vous voyez petit à petit les démocraties qui sont de plus en plus contestées, qui ont des problèmes intérieurs, et au fond, on peut se demander si derrière il n'y a pas un peu une main étrangère là-dedans. C'est une question qu'on peut se poser. Il y a quand même une avalanche de choses. Alors bien sûr, comme vous l'avez souligné, Bachar el-Assad, lui, est parti. D'ailleurs, vous avez vu qu'il pouvait s'exprimer. Il est en Russie, mais il s'exprime, ce qui est quand même assez étonnant. Et il a dit qu'il était parti à la demande des Russes. Donc, il n'avait pas fui. Qu'il n'avait pas fui. Donc ça, c'est pour son image. Les Russes qui ont mis un peu de temps, d'ailleurs, à reconnaître qu'il était chez eux. Mais on y reviendra. Mais les soldats... il est certain, comme le dit M. Goulot, qu'ils peuvent en envoyer quand même beaucoup. De toute façon, la Chine ne laissera pas et la Russie ne laisseront pas tomber la Corée du Nord. Et les accords sont tellement forts qu'il peut servir de réservoir et fournir encore suffisamment d'hommes, ce qui préserve le régime de Poutine. Avec aussi la difficulté, puisque peu importe s'ils soient bons ou pas, s'ils étaient bons, ce serait même pire pour les Ukrainiens. Mais en tout cas, comme je le disais, ça use des balles du côté ukrainien, ça oblige de mobiliser des troupes. Et encore une fois, pour le moment, ces soldats-là sont en territoire russe. Ils ne sont pas en territoire ukrainien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin, juste un insiste là-dessus, c'est intéressant. Parce que ça prouve que dans ce combat que la Russie présente comme existentiel pour lutter contre l'OTAN sur le territoire de l'Ukraine, qui en fait lui appartient, en réalité, ça c'est le discours, mais dans la réalité, ils font des distinctions assez subtiles. Et le fait qu'ils aient engagé ces soldats sur le front de Koursk, c'est quand même un message envoyé aux Occidentaux pour dire, certes, nous escaladons, certes, nous faisons venir des Asiatiques sur le front, mais nous ne les engageons pas en Ukraine. Donc nous reconnaissons qu'il y a quand même une petite différence juridique, et pour vous, du coup, géopolitique, entre ce qu'on fait en Russie, internationalement reconnu, et ce qu'on fait dans, soi-disant, la nouvelle Russie. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'effectivement, s'il en a besoin, il ne décide pas d'escalader à nouveau, comme il l'a fait sur d'autres sujets. On parlait tout à l'heure des Orechnik, le fait d'avoir utilisé un armement qui est normalement porteur de l'arme nucléaire de manière conventionnelle, c'est incontestablement une escalade. Et ça nous renvoie du coup à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on peut faire nous, occidentaux, donc effectivement pas des coups d'État comme en Corée du Sud, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour arriver dans ces fameuses négociations dans la meilleure position possible. D'ailleurs, si c'est à Koursk que Poutine décide de déployer ses Nord-Coréens, c'est aussi peut-être que ça a moins d'importance quand même à ses yeux que la bataille du Donbass, qui est celle quand même qui déterminera si oui ou non il pourra Et peut-être que la bataille, je vous rejoins Magali, mais peut-être que la bataille du Donbass doit être gagnée par des soldats russes. Absolument. Pas par des soldats nord-coréens. Ça a une implication internationale quand même, parce que les soldats... Pardon, Magali était en train de parler. Non, mais juste quand on voit les images là, de la formation de ces troupes nord-coréennes qu'on avait vues mi-octobre arriver donc en Russie, il y a eu une formation quand même express, et elles se sont retrouvées 3 semaines après sur le terrain, avec le résultat qu'on connaît. Problème de communication, problème logistique. C'est assez étonnant de voir, et on le disait tout à l'heure, de voir ces Nord-Coréens mêlés à des soldats russes dans les mêmes unités, parce que évidemment ça a donné des problèmes. La barrière de la langue a posé un véritable problème de communication. En matière de communication dans l'armée, oui, c'est un gros problème. Non, mais Magali a raison, c'est très surprenant. Beaucoup d'experts disaient non, ils vont les utiliser en unités constituées,
avec simplement au niveau du chef de l'ensemble nord-coréen, un traducteur avec les Russes, etc. Or, apparemment, c'est pas ce qui. Ça dit quoi d'ailleurs militairement, pardon ? Avec un obstacle qui est quand même que les soldats nord-coréens, si on leur demande de se battre combat d'infanterie classique, etc., ils feraient peut-être l'affaire. Mais dans un combat dans lequel les drones, la technologie est extrêmement développée, ce combat-là, ils ne le connaissent pas. Et peut-être bien est-ce pour cela qu'ils sont intégrés avec des unités russes qui, elles, connaissent ce combat. Donc il y a là aussi un problème d'efficacité. Ils ne vont pas les envoyer se faire massacrer complètement quand même par des drones et par une guerre technologique qu'ils ne connaissent pas. Donc peut-être est-ce là une des raisons. Et tout est fait pour les cacher, ces soldats nord-coréens à Koursk en tout cas, parce que si on en croit le GUR ukrainien, eh bien pour l'admission dans les zones où se trouvent les unités nord-coréennes, eh bien les soldats, les officiers russes sont contrôlés par des agents du FSB, les téléphones et autres appareils sont saisis. Donc en fait, ils filtrent vraiment et ils ne veulent pas que des images arrivent jusqu'à nous. C'est étonnant d'ailleurs que celles-ci circulent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ce qui était assez étonnant sur ces images d'enrôlement, c'est que les soldats nord-coréens portaient des uniformes russes. Oui, mais ils n'ont pas les uniformes alpins. On a vu sur les images tout à l'heure, ils sont tous habillés en noir ou alors au moins en très très sombre. Ce sont des cibles de choix pour les Ukrainiens et notamment pour les drones. On les voit se détacher sur la neige d'une manière inimaginable. Si vous avez bien remarqué, ils ont en revanche des couvertures de survie. Des couvertures métalliques. Ils ont aussi leur casque pas terrible d'ailleurs pour quelques-uns d'entre eux. Pouvoir se dissimuler. Mais ils vont pas durer longtemps, parce que si aujourd'hui c'est à peu près 1000 hommes qui sont perdus par les Russes chaque jour en moyenne, 10 000 nord-coréens engagés. Non, mais sur les différents fronts, Xavier, vous pouvez pas faire ce calcul-là. Bien sûr, mais si on fait le calcul global, parce que les soldats nord-coréens qui sont actuellement à Koursk ont remplacé des soldats russes qui ont été transférés vers le Donbass. C'est ça l'intérêt pour Vladimir Poutine aujourd'hui. C'est de pouvoir récupérer des hommes, parce que lui aussi, il est totalement en flux tendu sur ses possibilités de mobilisation. Là, il peut quasiment plus. C'est bien pour ça qu'il a fait venir ces soldats nord-coréens et qu'ils envisagent d'en faire venir jusqu'à 100 000, ce qui représente 10% des troupes nord-coréennes. C'est raisonnable pour Pyongyang. L'OTAN, c'est-à-dire l'ensemble des pays, les 32 États, c'est la plus grande alliance militaire du monde. Il y a en Europe et dans l'OTAN des centaines de milliards de dollars de dépenses militaires. Vous avez littéralement aussi des millions de soldats qui appartiennent à l'OTAN. Donc ça serait une question de volonté. Mais on le sait, les sociétés occidentales, pour des raisons bien compréhensibles, n'ont pas très envie de perdre des soldats dans cette affaire. Et donc on crée depuis 2 ans et demi ce système de soutien indirect. Et c'est vrai qu'avec la Corée du Nord, les alliés de la Russie ont décidé de monter d'un cran, d'aller vers une escalade de plus. Ils payent le prix du sang. Et la question est de savoir, c'est dans cette géopolitique là de choc des puissances, si à un moment donné, si vous ne payez pas le prix du sang, est-ce que vous êtes vraiment pris au sérieux ? La réponse n'est pas complètement évidente.